Alors, dans cette première partie de l'application, je vais vous montrer comment créer un microservice basé sur Spring Boot. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de créer un microservice qui permet de gérer des produits. Et pour gérer ces produits-là, donc, il y aura une couche DAO dans laquelle on va faire appel au module Spring Data de Spring qui va s'occuper du mapping objet relationnel. Alors bien sûr, Spring Data lui-même, il utilise GPA avec l'implémentation Hibernate de GPA. Et bien sûr, le framework Hibernate, c'est lui qui va communiquer avec une base de données. Dans notre cas, on va utiliser un système de gestion de base de données relationnelle, MySQL. Donc la communication se fait via les pilotes JDBC. Alors par la suite, on va créer une API RESTful, c'est-à-dire un web service RESTful qui va permettre à une application cliente d'accéder aux fonctionnalités de l'application. Alors cette application cliente, ça peut être une application web. Alors dans ce cas-là, on va utiliser HTML5, AngularJS et Bootstrap donc, pour créer l'application web. Comme ça peut être une application mobile, comme ça peut être un autre microservice qui peut être développé avec un autre langage de programmation. Alors pour créer donc ce projet-là, alors si je travaille avec Eclipse, en principe, la seule chose dont vous aurez besoin, c'est d'avoir installé le plugin Spring Tools. Donc je vous rappelle que Spring Tools, c'est un plugin que vous allez retrouver sur Eclipse Marketplace. Alors si vous avez une connexion Internet, en principe, vous pouvez retrouver ce plugin facilement et vous l'installer. Alors bien sûr, si vous n'avez pas de plugin, alors Spring Tools. Alors si vous n'avez pas de connexion Internet, ça suppose que vous allez utiliser une version de Eclipse qui contient déjà ce plugin qui est installé. En fait, il y a une version STS fournie par Spring qui contient déjà ce plugin. Alors en tout cas, donc ça c'est la première des choses. Donc c'est toujours vous rappeler que vous aurez besoin de vérifier dans votre version de Eclipse, est-ce que vous avez donc ce plugin installé. Donc voilà donc le plugin STS. Alors pour vous, il n'y a pas de problème, vous l'avez déjà fait parce qu'on en a déjà beaucoup travaillé l'année dernière, n'est-ce pas? Alors si vous n'avez pas de connexion, ça suppose que vous allez prendre une version de Eclipse qui contient déjà ce plugin. Premièrement. Deuxièmement, alors maintenant si j'ai le plugin Spring Tools installé, je vais commencer par créer un projet Spring Startup Project. C'est un projet Spring Boot. Alors donc ce projet-là, on va l'appeler donc ici, je vais l'appeler par exemple catalogue service. Alors bien sûr donc dans ce projet-là, donc un projet Spring Boot par défaut c'est un projet Maven. Maven bon c'est en fait, c'est un outil qu'on a déjà l'habitude d'utiliser. C'est lui qui va se charger de gérer les dépendances, notamment les librairies. C'est lui qui va se connecter pour télécharger les jars nécessaires à votre application. Et tout le processus du cycle de vie de votre projet, donc, il sera géré par Maven. Mais est-ce que vous êtes obligé de travailler avec Maven? Non. Vous pouvez utiliser une autre solution, c'est Gradle. Alors, Gradle, c'est également un autre outil qui est utilisé pour gérer les dépendances. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans Java, J2E, vous avez deux solutions, soit Maven, soit Gradle. Alors, si vous travaillez avec Android Studio, alors quand vous créez un projet Android, en principe dans Android Studio, par défaut, il utilise Gradle au lieu de Maven. Mais c'est presque la même chose, c'est toujours le même principe. Alors, vous aurez besoin de vérifier si vous avez la version 1.8. Bon, il faudrait s'assurer que vous avez Java 1.8. C'est pas obligatoire, mais bon, dans Java 8, il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Donc, vous êtes en dernière année de votre formation. Ça suppose que vous connaissez également toutes les nouvelles fonctionnalités qui sont intégrées dans Java 8, principalement les expressions lambda et la programmation fonctionnelle, ainsi que d'autres fonctionnalités qu'il faut connaître. Alors ici, donc, quand vous créez un projet Spring Boot, donc vous avez deux types de projets. Donc soit vous utilisez jar ou bien WAR. Alors jar, ça veut dire c'est une application autonome Java.
que vous pouvez démarrer dans n'importe quelle machine. Et quand vous démarrez la machine, c'est cette application elle-même qui va démarrer le serveur Tomcat. En fait, nous allons voir que Tomcat, c'est un serveur qui va être inclus qui va être embarqué dans les jars de l'application. Si vous voulez, quand vous travaillez avec l'approche basée sur les microservices, vous utilisez les jars. Alors pourquoi jars? Parce que ça devient des applications indépendantes. Mais si vous voulez créer une application monolithique, vous utilisez OAR. Pourquoi? Parce que vous savez que quand vous créez cette application, à un moment donné, de toute façon, vous allez la déployer dans un serveur d'application. Alors donc on travaille avec jar. Et après, on va spécifier donc les informations, donc group ID, donc on va utiliser donc org.sid par exemple, artifact ID, donc notre projet, le nom du projet, la version, je garde la version par défaut, le package, org.sid, next, et après on va, Spring Boot en fait il vous propose d'utiliser un certain nombre de dépendances. Alors parmi ces dépendances, donc, on va chercher d'abord dans la catégorie SQL. Donc on va utiliser donc GPA parce qu'on a besoin d'une base de données relationnelle. La base de données qu'on va utiliser, c'est MySQL. Alors on aura également, vous voyez donc vous pouvez bien chercher également d'autres dépendances pour les SGBD de type NoSQL. Alors vous allez trouver bien sûr MongoDB, Cassandra, donc d'autres SGBD, Elasticsearch. Et dans la catégorie web, c'est parce que j'ai besoin de créer un web service RESTful, une API REST, donc j'ai besoin de cocher la dépendance web. Alors tout à l'heure je vous ai montré, je vous ai dit qu'on peut utiliser pour créer un web service RESTful d'une manière très simple. On peut utiliser la notation REST Repository Resource, hein, rappelez-vous. Donc pour utiliser ça, on fait appel à une dépendance qui s'appelle REST Repositories. Donc ça c'est une dépendance qu'on va utiliser si vous voulez utiliser donc si vous voulez demander à Spring de générer automatiquement le web service RESTful, on peut le faire. Je vais vous montrer comment travailler avec. Mais a priori, dans un premier temps, on ne va pas l'utiliser. Mais une fois qu'on aurait créé le web service, donc je vais vous montrer comment travailler avec. Alors quoi d'autre? Bon, a priori, c'est tout. Alors donc GPA, MySQL, Web et REST Repository. Next. Finish. Alors ici donc ça c'est la première des choses, donc créer un projet Spring Starter Project. Alors ça c'est la première des choses. Alors maintenant mais par contre si vous ne travaillez pas avec Eclipse, vous travaillez avec un autre IDE comme par exemple NetBeans ou bien IntelliJ, et du coup donc vous n'avez pas le plugin Spring Tools, hein, STS, parce que c'est fait uniquement pour Eclipse. Alors est-ce qu'il y a un autre moyen de créer un projet? Oui. Alors, ici, donc, le projet que nous avons créé, il est là, déjà. Alors, vous remarquez déjà que dans Maven Dependencies, vous trouverez déjà toutes les dépendances. Vous avez une vingtaine de fichiers .jar qui sont déjà inclus dans votre projet. En fait, c'est Maven qui s'est connecté à Internet pour chercher donc, toutes ces librairies-là. C'est bon? Alors, bien sûr, dans ces dépendances, vous trouverez déjà le GPA. Vous trouverez Hibernate, vous trouverez Spring, et vous trouverez le pilote JDBC de MySQL, mais également vous trouverez Tomcat. Il y a une version de Tomcat embarquée qui fait partie de ces jars que vous voyez là. Alors comme je disais, donc si vous ne travaillez pas avec Eclipse, on peut le faire autrement. Comment? Vous allez vous connecter juste au site de start.spring.io. start.spring.io. Donc ça c'est un site qui est fourni par Spring dans lequel vous pouvez générer un projet d'une manière simple, de la même manière. Alors quel type de projet? Donc soit Maven, soit Gradle. Et après ici donc vous mettez org.sid. Vous avez la version, vous gardez la version par défaut. Ici donc ça c'est My Catalog par exemple comme projet, comme artifact ID. Et après les dépendances. Alors les dépendances que je vais utiliser, donc il y aura, quelles sont les dépendances que je vais utiliser? Il y a GPA, la première. Deuxièmement, MySQL. Ensuite, Web. Ensuite, REST.
repository. C'est plus simple. Donc, vous avez donc sélectionné les dépendances et après vous cliquez sur générer le projet. Alors si vous voulez avoir une liste complète des dépendances, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien et vous allez voir qu'en fait vous avez le détail du projet. Vous avez toutes les dépendances que vous pouvez cocher d'une manière plus simple. Et vous avez également le détail sur le projet. Sinon, si vous voulez afficher un minimum d'options qui sont nécessaires pour la création de projet, vous faites ça. Alors vous cliquez sur générer le projet et la même chose. Donc il va vous télécharger un fichier .zip. Vous le voyez là. Alors maintenant ce fichier .zip, vous le prenez, vous le mettez quelque part dans votre machine. Alors par exemple ici donc project. Je vais créer un dossier WSS. Alors je vais copier le dossier, je fais l'extraction. Et après donc ce projet-là, vous l'importez dans l'IDE que vous voulez. Si vous travaillez avec NetBeans ou bien IntelliJ ou bien Eclipse même. Alors avec Eclipse, pour importer ce projet-là, import. Alors on va utiliser existing. En fait, quel type de projet? C'est un projet Maven. Donc dans la catégorie Maven, on va choisir existing Maven project. Et après, on va chercher donc le projet. Là, on l'a stocké. Alors, c'est dans le dossier Projects, le projet, et vous l'importez. Alors, vous voyez, donc, il y a deux moyens de créer donc, un projet Spring Boot. Donc, soit vous passez par le plugin STS de Spring, soit vous passez par la plateforme start.spring.io qui vous permet de générer le projet. Et après, vous l'importez dans votre IDE. Alors, vous voyez, donc, c'est la même chose. Donc, ici, vous avez catalogue projet. L'autre, comment on l'appelait? MyCat. C'est pareil. C'est la même chose. Alors, ici, donc, dans mon projet, ici. Alors, en fait, un projet, bien sûr, donc, Spring Boot, c'est un projet. C'est un projet qui contient, bien sûr, le fichier .xml, parce que c'est un projet Maven. Alors, il faut juste noter que les dépendances Maven que vous allez trouver là, en principe, vous allez trouver les 4 dépendances que nous avons sélectionnées. Alors, lesquelles? Donc, vous avez donc Data GPA, vous avez Data REST, vous avez Web et MySQL Connector. Donc, ça, c'est les dépendances. Alors, en fait, ces dépendances-là, c'est des dépendances Spring Boot, mais elles-mêmes qui contiennent d'autres dépendances vers d'autres jars. Donc, ces dépendances-là sont suffisantes pour ramener pratiquement tous les fichiers .jar dont vous aurez besoin pour le projet. Donc, c'est bien ça, nous avons dit que Spring, en principe, Spring Boot, il permet de faciliter, de simplifier à l'extrême la gestion des dépendances Maven. Donc, forcément, au lieu d'écrire beaucoup de dépendances dans votre fichier .xml, donc ça peut suffire comme ça. Alors d'ailleurs, on n'a pas besoin, on a coché déjà ces dépendances. C'est bon. Alors, après, nous, ce qu'on veut faire, donc on veut créer une application qui permet de gérer les produits. Donc, on va créer une entité produit. Donc, c'est une classe produit. Alors, je vais la mettre dans un package. Alors, je vais garder le même package spécifié dans le package de base, c'est org.sid. Et je vais créer un sous-package qui s'appelle entities. Alors, dans ce package-là, donc je vais créer mon entité produit. Alors, c'est une classe qui est sérialisable. Généralement, les entités sont sérialisables. Alors, pour moi, donc, un produit est défini par le ID, qui est de type lang, par la désignation, qui est de type string, par le prix, qui est de type double, et la quantité, alors quantité, de type int. Bon, le reste, donc on va générer un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres. Alors je ne vais pas intégrer le ID parce qu'il est généré automatiquement. Et après, les getters, setters. Les Voilà. Alors, je crée d'abord l'entité, la classe, et après je vais
Si vous voulez maintenant faire le mapping objet relationnel, je sais que les données des produits sont stockées dans une base de données relationnelle, ben, je vais utiliser GPA. Alors, quelle annotation? Bon, il y a entité, c'est pour dire que la classe produit correspond à une table dans la base de données. Alors, par défaut, le nom de la table, c'est produit. La notation ID, c'est pour spécifier l'identifiant. Et la notation generated value pour dire que ID il est généré automatiquement au niveau de la base de données. Alors, voilà donc les annotations qui sont obligatoires à ce niveau-là. Enregistrer. Alors déjà, vous créez l'entité, donc on va essayer donc de démarrer l'application pour voir s'il génère la table correspondante. Alors pour cela, on a besoin de configurer le data source. Alors tout se passe dans le fichier application.properties. Alors qu'est-ce qu'on va mettre dans ce fichier application.properties? Il y a des propriétés comme Spring data source URL, data source URL égale Spring data source username, Spring data source password. Vous avez un ensemble de propriétés que vous devrez spécifier pour spécifier les informations sur la base de données. Je vais faire un copier-coller de toutes ces propriétés-là et on va en garder. Alors ici donc, vous voyez donc jusque-là, voilà ce que j'ai fait. Alors ces propriétés que j'ai ici. Donc l'URL, alors ça représente la base de données. Alors je sais que c'est une base de données MySQL, donc je vais créer une base que je vais appeler donc cat service. Ça c'est le nom de la base de données. Username, password, le pilote GDBC de MySQL. Ici donc je vais utiliser update ou bien create si vous voulez. Create, ça veut dire qu'à chaque fois, si les tables ne sont pas créées, il va les créer. S'ils sont déjà créés, il va les supprimer et les recréer à nouveau. Et quel type de dialecte qu'on va utiliser? C'est MySQL dialecte. Alors vous voyez donc par défaut, c'est Hibernate qui est utilisé. Donc je n'ai pas besoin de configurer donc, ça. C'est toujours la configuration par défaut de Spring. Et après, donc, je vais juste m'assurer que MySQL est démarré, il est là. Donc je vais accéder à la base de données via l'interface phpMyAdmin. Alors dans ce cas-là, vous aurez besoin d'un outil comme WAMP Server, XAMPP, EasyPHP. Alors je crée la base de données, je démarre l'application. Alors maintenant l'application Spring Boot, c'est une application qui est déjà créée, elle est là. C'est une application Java très simple, dans laquelle tout simplement on démarre Spring via Spring Application.run. Alors Spring il démarre, et quand il va démarrer, il va lire le fichier application.properties, il va scanner les annotations. Bien sûr, parmi les annotations, il y a la notation entité. À chaque fois qu'il trouve une entité, il va essayer de vérifier est-ce que la table correspondante existe. Alors c'est ce que je vais faire ici. Run Java Application. Alors ça c'est quelque chose qu'on a déjà l'habitude de faire, on est toujours dans cette même logique. Alors si tout se passe bien, donc en principe on ne devrait pas avoir d'exception, mais par contre on peut voir quelque part des messages il y a plein de messages qui sont là, mais en tout cas on voit déjà comme quoi il y a le schéma de la base de données a été exporté. Alors si on regarde la base de données rapidement, on trouvera qu'il y a la table produit qui est déjà générée, donc ça c'est fait. Alors en fait, vous allez remarquer quand même, il y a beaucoup de messages en plus que ce qu'on voit d'habitude. Pourquoi? Parce que nous avons intégré une dépendance qu'on n'a pas encore utilisée dans le fichier pom.xml. Exactement, c'est celle-là. C'est data rest. Alors normalement cette dépendance data rest,
pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. Et généralement, avec Spring Boot, si une dépendance, si vous ne l'utilisez pas, il faut la supprimer. Pourquoi? Parce que Spring Boot, à chaque fois, il va lire au démarrage, il va regarder donc les dépendances que vous avez là. Si en fonction des dépendances déclarées dans pom.xml, il configure, il fait l'autoconfiguration. Donc parfois, vous risquez par exemple ici, donc de configurer data rest, alors que nous, pour le moment, on ne va pas l'utiliser. Donc je vais la mettre en commentaire. Add block comment. Vous voyez, donc cette dépendance-là, je la mets, elle est là, mais je la mets en commentaire. Ça veut dire que pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. J'enregistre, donc ça veut dire que maintenant, ça, il va être supprimé de la dépendance. Si je redémarre mon application, bah, pour le moment, il ne va pas prendre en considération cette dépendance. Donc j'aurai le même résultat. Alors vous allez remarquer que les messages qui sont affichés tout à l'heure, que je vais vous expliquer par la suite, donc ils ne seront plus là. Donc on est plus dans la logique. Voilà. Alors en tout cas, donc la base de données elle est générée. Alors maintenant, je reviens à mon architecture qui est là. Alors qu'est-ce que je viens de faire? Donc je viens de créer une entité. J'ai démarré Spring via le principe de l'inversion de contrôle. Il a utilisé donc déjà GPA, Hibernate, il a regardé si la table n'existe pas, il l'a créé. Alors maintenant je vais utiliser Spring Data pour gérer les entités. Alors pour utiliser donc Spring Data, donc je vais créer une interface que je vais appeler produit repository. Alors je vais changer le package, donc au lieu de entité, je vais utiliser DAO. Donc ça c'est la couche DAO si vous voulez. Ben, l'idée c'est quoi? C'est que normalement pour gérer les produits, en principe il faudrait créer votre propre interface dans laquelle vous déclarez la méthode, toutes les méthodes classiques, ajouter un produit, supprimer un produit, rechercher les produits, faire les opérations sur les produits. Et après vous créez une implémentation de cette interface dans laquelle vous utilisez Entity Manager de GPA pour gérer la persistance de données. Mais tout ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que Spring Data l'a déjà fait. Alors, il suffit donc d'hériter d'une interface qui s'appelle GPA Repository. Alors, cette interface-là, c'est une interface générique qui contient, à laquelle on va spécifier quel type d'entité qu'on va gérer, c'est produit. Et après, le type de ID. Le ID de produit, il est de quel type? Donc, c'est-à-dire le ID produit, il est de type long. Donc, c'est une interface générique auquel on spécifie ces informations. Alors, avec ça, pratiquement, c'est suffisant donc, pour avoir toutes les opérations qui permettent de gérer les entités, l'entité produit. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test. Alors, le premier test qu'on va faire, alors si vous voulez, on va directement pour ne pas passer par si vous voulez, bon, on va tester quand même. Dans notre application, pour tester l'application, on aura juste besoin de déclarer un objet de type application context. C'était x égale à ça. En fait, Spring, quand il démarre, alors c'est pas le bon. Yak. Regardez, application context, ce n'est pas de. Alors, tout à fait. Donc, application context, Spring Framework. Alors, c'était x égale. Alors, donc, Spring démarre. Quand il démarre, il crée un tas d'objets. Il fait sa cuisine interne. Il crée tous ces objets. Après, il va nous donner un objet de type application context. Alors, moi, tout ce que je veux accéder à l'objet qui permet de gérer les produits. Et du coup, donc, tout ce que je connais, c'est l'interface. Alors, produit repository. Produit repository égale à quoi? C'est ctx getBean. Je demande à Spring, donne-moi un bean. Parmi les objets que tu as créés, donne-moi un objet qui implémente cette interface produit repository. Donc, je connais que l'interface. Il va me donner l'objet qui permet de gérer les produits.
Alors maintenant, on va juste ajouter quelques produits avec produit repository, .save, new produit, new problem. Je ne veux pas les problèmes. C'est pas new produit, mais c'est pas new problem, c'est new produit. Alors le produit. Alors la désignation, donc je vais mettre un projet quelconque, un prix quelconque, une quantité quelconque. Alors je vais ajouter d'autres. Comment? Tout à fait. On peut ajouter la méthode toString, tout à fait. Voilà, ici, donc, je vais changer juste les valeurs. Bon, j'ai des produits quelconques. Alors, juste pour afficher la liste des produits, la même chose, donc vous pouvez utiliser une liste de produits égale, c'est produit repository. Alors, c'est produit repository. Point. La méthode findAll permet de retourner tous les produits. Après, vous affichez. Bon, on va utiliser produit. Point for each. Alors, pour chaque produit P, je vais afficher system.out.print p.getDesignation. Alors ça, bien sûr, donc vous utilisez les expressions lambda qui sont fournies dans Java 8. Donc vous commencez à avoir l'habitude de travailler comme ça. Alors je vais exécuter l'application. Je fais un restart. Donc j'arrête et je redémarre l'application et je regarde. Alors ça, c'est un petit test que vous faites souvent pour dire que votre application, on arrive déjà à ajouter les produits, à consulter les produits. Donc vous voyez, donc, au démarrage de chaque application, il supprime les tables. Il va les générer, il insère des produits. Après, il va vous donner la liste des produits. On voit déjà que nous avons les produits ici. D'ailleurs, c'est la même chose dans la base de données. C'est bon? Alors en fait, il existe un autre moyen de faire ça pour faire le test. Si vous voulez, bon, ça, on a déjà l'habitude de travailler comme ça. L'autre moyen, c'est quoi? C'est de dire, vous implémentez une interface qui s'appelle l'application Command Line Runner. Alors en fait, cette interface, quand vous l'implémentez, vous serez ramené à redéfinir une méthode qui s'appelle Run. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en principe, c'est une manière de dire à Spring, tu vas démarrer d'abord, mais une fois que tu démarres complètement, tu vas exécuter cette méthode. Et du coup, donc, le code que j'ai écrit ici, CTRL X, ben, je le mets ici. Alors, sauf que je n'ai plus besoin donc de faire ça, c'est-à-dire produit repository. Je n'ai plus besoin d'utiliser le contexte des projets, donc je peux le supprimer même. C'est-à-dire que je vais garder uniquement ce que j'ai dans l'application, mais il me faut maintenant l'objet produit repository. Alors pour cela, vous le déclarez. Produit repository comme attribut à la classe. Et au lieu de dire getVin comme on a fait ici, ben, tout simplement on va utiliser la notation que vous connaissez déjà, c'est AutoWired, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous lui dites, une fois que tu démarres, tu vas m'injecter un objet de type produit repository. Alors vous voyez, donc tout à l'heure on a utilisé le context.getVin pour récupérer l'objet. Maintenant on fait la même chose en disant à Spring tu vas faire un AutoWired. Et du coup, donc, si vous refaites le test, ça va marcher aussi. Bon, de manière de travailler, si vous voulez faire ce test au niveau de l'application. C'est bon? Alors ça, pratiquement, c'est quelque chose qu'on sait déjà faire. Alors maintenant, on va passer à la partie, le service RESTful.
Alors, pour créer donc notre service RESTful, ça veut dire, donc vous voyez déjà donc ça donne le même résultat. Alors, donc je suis là, donc je vais créer mon service. Je vais créer une classe. Que je vais appeler produit service REST. Produit REST service, par exemple. Bon, c'est un service RESTful. Alors, le principe, c'est très simple. Tout d'abord, pour créer un service RESTful, on va utiliser la notation REST controller. Ensuite, j'ai besoin de gérer les produits. Donc, je vais accéder à l'interface, toujours, produit repository. J'ai besoin de faire l'injection des dépendances. Donc, je demande à Spring d'injecter via la notation hotwire. Au moment où tu vas instancier la classe produit service, tu vas chercher un objet qui implémente déjà cette interface et tu vas l'injecter. Et après, je vais créer maintenant les méthodes. Par exemple, je voudrais consulter la liste des produits. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une méthode qui permet de retourner la liste des produits. Alors, la méthode, je vais l'appeler liste produit. Je peux l'appeler comme je veux. Alors, pour consulter tous les produits, tout ce que je vais faire, je vais retourner, return, c'est produit repository. La méthode s'appelle findAll. Bon, c'est une méthode que j'ai déjà héritée de Spring Data. Alors, automatiquement, il va retourner au client les données en format JSON. C'est-à-dire que la liste de produits, il va la convertir en format JSON. Alors, pour accéder à cette méthode-là, on va utiliser la notation request mapping. Alors maintenant, en principe, si vous voulez respecter l'API RESTful, si vous voulez respecter donc le protocole RESTful, pour accéder, je sais que l'entité que je vais gérer s'appelle produit. D'accord? Alors maintenant, pour accéder au produit, toutes les opérations sur le produit se font via produit, comme ça, slash produit, avec S. Soit que vous voulez ajouter, supprimer, rechercher, c'est toujours vous appelez slash produit. Mais après, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quelle méthode? Est-ce que c'est get, ou bien post, ou bien put, ou bien delete? Alors ici, donc, du moment que je vais consulter, je vais utiliser la méthode. Alors, méthode. Alors ici, donc, je dois mettre value. Value égale méthode égale. Alors, quelle méthode? Donc, je vais utiliser request méthode. Request méthode point get. Alors, on démarre l'application, on regarde. Alors, maintenant, est-ce que j'arrive à consulter la liste des produits via un client web? Alors, c'est ce qu'on va voir. Donc, quand l'application démarre, donc, je vais accéder à mon browser. Donc, il suffit donc... alors, on sait déjà que par défaut, en fait, le serveur démarre sur le port 8080. Donc, je vais utiliser localhost 8080 slash produit. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? Ici, donc, j'arrive à consulter la liste des produits, mais en quel format? JSON. Alors, ici, donc, je vois, c'est un tableau. Bien. Je vois, chaque sous-tableau-là, il contient un ensemble d'objets. Alors, juste vous rappeler que dans JSON, chaque fois que vous voyez un crochet, ça veut dire que c'est un tableau. Un tableau contient, en fait, des objets JSON. Chaque objet il est délimité par les accolades. Donc, c'est un objet. Et chaque objet, il est défini par des attributs. Et vous voyez donc l'attribut de point valeur, virgule, attribut de point valeur, etc. Alors, en fait, juste... Oui. Alors, juste si vous voulez... Alors, quand vous voyez donc ces données au format JSON, ils sont formatés juste parce qu'il y a un... Alors, par défaut, par défaut dans votre navigateur, en principe, il vous affiche les données format JSON, c'est format texte. C'est-à-dire que c'est pas formaté. Alors, si vous travaillez avec Google Chrome, il y a un plugin, une extension. Ça s'appelle JSON
Chrome, vous tapez Chrome, JSON, formatter. Moi, c'est une extension de Google Chrome que vous ajoutez. Hein. Vous l'ajoutez, moi je l'ai déjà ajouté ici. Donc vous l'ajoutez à Google Chrome. Si juste vous voulez, c'est très utile. Pourquoi? Parce que quand vous consultez des données au format JSON directement sur votre browser, donc vous avez besoin quand même que ça soit formaté, comme ça vous pouvez consulter facilement. Sinon vous allez voir le résultat, mais d'une manière non structurée. Non, oui, c'est-à-dire que si vous voulez, dans la base, vos données JSON, ils sont comme ça. C'est du texte JSON. Mais si vous voulez qu'elles soient formatées, donc vous utilisez Parsed. Donc ça, c'est beaucoup plus simple pour lire le contenu de vos données au format JSON. C'est bon? Alors maintenant, je vais faire la même chose pour ajouter un produit. Alors pour ajouter un produit, déjà vous voulez consulter par exemple un produit, un seul produit. Je fais copier-coller. Alors pour consulter un produit, donc je vais écrire une méthode, toujours /produit. Je vais retourner un produit, sachant sa clé primaire. Alors get produit. Alors qu'est-ce que je donne comme paramètre? ID. Alors pour retourner un produit sachant sa clé primaire, je vais utiliser la méthode findOne. Et qu'est-ce que je vais donner comme valeur? ID. Alors maintenant, sauf que ici j'ai besoin de transmettre le ID comme paramètre. Alors si vous voulez consulter un produit plutôt une entité sachant sa clé primaire, on ajoute le paramètre sous forme d'un path_param. Ça c'est dans la norme RESTful. C'est-à-dire on va écrire ici entre accolades ID. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'URL ça devient quoi? Ça devient /produit/ le ID. Alors comment dire que le ID là ça représente cette valeur du path_param? On va utiliser la notation path_variable. Path_variable. Alors comment il s'appelle la variable? Ça s'appelle ID. C'est-à-dire que je prends la valeur de ce paramètre path_param et je l'affecte à. C'est pour la notation. On y arrivera, on y arrive. C'est pas encore pour le moment. Ici donc je récupère un paramètre. Donc je suis en train de récupérer un paramètre au niveau du path_param. Path_param. C'est-à-dire sur l'URL, vous envoyez un paramètre dans le path. Alors je réexécute. Alors qu'est-ce que je fais ici? Donc c'est-à-dire si j'écris /produit/ par exemple 1. Qu'est-ce que j'ai? J'ai que un produit. Je veux consulter par exemple le produit numéro 2. Ainsi de suite. Le produit numéro 3. Alors si le produit n'existe pas, 4, 6, j'ai rien. C'est bon? Alors donc dans une API RESTful, si vous voulez consulter un objet sachant sa clé primaire, généralement c'est comme ça qu'on fait. Alors maintenant, je veux maintenant ajouter un produit. Alors pour ajouter un produit, donc je vais créer une méthode public void. C'est pas void, en fait généralement la méthode elle retourne le produit qui a été ajouté. Je vais l'appeler save produit pay return, c'est produit repository. Alors produit repository point, j'appelle la méthode save pay, tout simplement. Alors sauf que ici donc je vais faire la même chose, donc je vais prendre request mapping. Et je vais utiliser donc /produit toujours, sauf que ici je vais utiliser la méthode post. C'est tout. Alors maintenant si vous voulez par contre tester, alors si vous voulez tester maintenant, on ne peut pas tester directement sur ce navigateur comme ça. Pourquoi? Parce que quand vous tapez l'adresse, quand vous tapez en fait l'URL et vous envoyez la requête, c'est get, n'est-ce pas? Alors maintenant, on a besoin d'envoyer une requête avec post. Alors si vous voulez le faire, il vous faut un outil qui permet donc d'envoyer des requêtes avec post. Alors en fait, dans Google Chrome,
il y a plein d'outils qui permettent de tester les API RESTful. Alors, ce que vous pouvez utiliser dans Google Chrome, il y a un plugin, il y a une extension qui s'appelle aussi... Alors, ça s'appelle Advanced REST Client. Alors, ça, c'est une extension. Advanced REST Client, c'est une extension que vous pouvez ajouter à Google Chrome. Alors, vous l'ajoutez. Et si vous l'ajoutez, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Moi, je l'ai déjà fait. Ben, il vous permet tout simplement, si vous accédez à Google Chrome, donc je vais vers les applications de Google Chrome. Donc, j'accède à Advanced REST Client, à ARC. Advanced REST Client, c'est une extension. Alors, en fait, il vous donne un outil avec lequel vous pouvez tester une API RESTful. Alors, je ne sais pas ce qu'il va m'afficher. Il est en train de mettre à jour l'API. Voilà. Bien. Alors, c'est très simple d'utiliser. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, vous tapez l'URL. Par exemple, http localhost le port 8080 / produit. Et après, vous spécifiez quelle requête que vous voulez envoyer. Get ou bien post. Alors, par exemple, si vous mettez get, alors ça, je le supprime pour le moment. Send directement. Get, il n'y a pas de problème. Vous envoyez la requête et vous avez la réponse HTTP. Vous avez ici le résultat, n'est-ce pas? Alors maintenant, si vous voulez consulter un produit, vous mettez /1. Send. Alors, vous voyez ici donc le résultat. Alors, si vous voulez envoyer une requête avec post, vous utilisez post. Alors, sauf que ici, donc, c'est toujours /produit. Mais quand vous envoyez un post dans le corps de la requête, dans le corps, vous voyez, donc ça, c'est en quelque sorte, c'est la requête HTTP. Vous avez les entêtes, d'accord? Et après, vous avez le corps. Alors, dans le corps, on va envoyer le produit qu'on veut ajouter, mais on va l'envoyer en quel format? En fait, il existe plusieurs manières de l'envoyer. Soit vous écrivez désignation du produit égale à A, par exemple, and prix égale 80, and quantité égale à 8. Alors, vous êtes en train d'envoyer quoi? Dans le corps de la requête, vous envoyez les données du produit. Mais en quel format? En format URL encoded, c'est-à-dire c'est le format clé égale valeur, int clé égale valeur, etc. Mais généralement, on fait pas, on peut le faire. Mais généralement, ce qu'on fait, c'est que quand vous travaillez avec RESTful, même les données que vous les envoyez en format JSON. Ça veut dire quoi? On va utiliser le produit, on va l'envoyer comme ça. On va ouvrir des accolades comme ça. L'attribut s'appelle désignation. La valeur, c'est quoi? Je vais utiliser par exemple A. Un produit A. Virgule. L'attribut quoi d'autre? Prix. 2.45. Quantité. 2.7. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous envoyez cette requête-là? Vous êtes en train d'envoyer une requête avec post. Vers quoi? Vers produit. Et vous lui envoyez les données comme ça. Send. Alors vous allez remarquer déjà que il vous retourne 200. Mais en même temps, il vous retourne le produit qui a été ajouté. Bon, ça signifie déjà que votre méthode, la méthode a fonctionné, n'est-ce pas? Alors, donc il a ajouté le produit. Donc d'ailleurs, si vous consultez maintenant, à nouveau, directement sur le browser, localhost / produit, vous trouverez que le produit 4 a été ajouté. Mais regardez, on a 4, il a été ajouté, mais la désignation, il n'a pas pris la désignation que j'ai, vous voyez, il n'a pas pris le prix, mais également il n'a pas pris la quantité. Il a pris des valeurs par défaut. Ça veut dire qu'il n'a pas su comment lire. Il n'a pas su comment lire ces données-là, parce qu'on devrait lui indiquer quelque part que tu dois les chercher dans le corps de la requête et que les données sont envoyées en format JSON. Alors comment on va dire ça?
Alors tout simplement dans le paramètre produit, on va ajouter la notation request body. Alors c'est la notation que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors quand vous dites request body, ça veut dire que vous êtes en train de dire à Spring que quand tu vas lire le produit, tu vas chercher les données du produit dans le corps de la requête. Et que déjà, il sait que dans le corps de la requête, les données sont envoyées en format JSON. Alors ça, c'est la première des choses. Alors, on redémarre. Alors, donc, je vais à nouveau donc, envoyer cette requête-là avec post, toujours les mêmes données, send. Alors, vous avez, regardez, vous avez une erreur, 415. Unsupported media type. Alors, en fait, c'est bien, vous lui avez dit que les données, avec l'annotation request body, avec cette annotation request body, vous avez dit à Spring comme quoi tu cherches les données dans le corps de la requête. Mais en fait, on ne lui a pas dit est-ce que c'est des données en format JSON. Comment il va savoir que les données sont envoyées en format JSON? Alors en fait, pour cela, il faudrait que dans la requête HTTP, alors vous savez que dans une requête HTTP, on envoie le corps, il y a les entêtes. Alors dans la requête HTTP, on devrait avoir une entête qui s'appelle content type, tout simplement. Content type application slash JSON. Ça veut dire que dans la requête HTTP, vous êtes en train d'indiquer comme quoi les données que je t'envoie, ils sont en quel format? JSON. Alors je réexécute. Alors oui, cette fois-ci, il ne vous dit plus que il n'a pas compris, mais par contre, il a bien ajouté le produit. Vous voyez donc ici. Mais par contre, la quantité, regardez, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on a envoyé quantité, c'est mal. Quantité. Et là, donc on a bien envoyé des données, mais lui, il ne les a pas. Parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est l'objet produit. Alors, ce qui fait qu'ici, donc on va mettre quand n. Ah, et c'est donc dans la classe, on a oublié le n. Alors, quantité. Alors, tout dépend, est-ce que vous voulez maintenant corriger le problème dans l'origine, ou là, vous voulez continuer à accompagner avec vous l'erreur durant toute la vie du logiciel? Alors, il serait plus simple de revenir à la classe, n'est-ce pas, à la source, de dire quand même, je ne vais pas laisser mon erreur comme ça, je vais mettre quantité. Mais quand je mets quantité là, je vais changer les getters et setters. Mais pour ne pas faire ça, vous utilisez refactor. Alors, refactor, rename. Je vais changer cet attribut-là pour lui. Alors, comme ça, vous dites tout simplement à Eclipse, tu me cherches là où il y a cette propriété, tu vas la changer. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Alors, refactor, rename. Alors, quantité, on va new name, c'est quoi? C'est quantité avec n. Next, ok. Bon, généralement, il va renommer, mais en même temps, il va quand même regarder dans le code. S'il y a quelque chose qui est lié à ça, il va le changer. Alors, c'est juste pour vous dire, il faut pas, ne soyez pas lazy. Hein? Vous ne travaillez pas en mode lazy. Quand vous voyez que vous avez mal écrit une propriété qui s'est mal écrite, il vaudrait mieux revenir à l'origine, la corriger. Sinon, vous allez commencer à accompagner avec vous toute même si c'est des erreurs d'orthographe qui ne sont pas graves. Alors vous voyez donc en principe il a fait le changement. Pas encore. Quantité. Get quantité. Alors je crois qu'il n'a pas fait. Quantité
Il l'a pas fait. Pourquoi? Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je génère un constructeur sans paramètre. Mais en principe, refactor, ça résout le problème. Je vais pas quand même rester là-dessus. Alors, ça c'est le constructeur avec paramètres. GetSet. Voilà. Alors, j'ai corrigé le problème. Je redémarre. La base de données, il va la supprimer à chaque fois. C'est ça l'avantage de travailler avec Create. C'est qu'à chaque fois, il supprime, il crée. Donc, dans la phase de test, vous gardez Create, ce qui fait qu'à chaque fois que vous faites des modifications, il modifie au niveau de la base. Bon, j'ai la liste des produits. Ils sont là. Je vais ajouter un produit maintenant. Ici, donc, c'est quantité. Le produit, il est ajouté. Je consulte. C'est fait. Je peux consulter également un produit. C'est bon? Alors, qu'est-ce qu'il me manque encore? Il me manque comment mettre à jour un produit et supprimer un produit. Alors, update. Je voudrais mettre à jour un produit. Comment on le fait? Dans un service RESTful. Je fais la même chose ici. Alors, c'est toujours produit à la place de post, put. Alors, dans le RESTful, donc une requête HTTP envoyée avec put, c'est pour faire update. La méthode, je vais l'appeler update. Alors, ici, donc, au lieu de save, update, oui. Alors, la méthode vous pouvez utiliser la méthode save and flash que vous héritez de Spring Data ou save, tout court. Alors, vous avez donc ici save and flash. P. Mais quand c'est-à-dire quand vous faites update produit, il faudrait spécifier. Alors ici, je n'ai pas de méthode update. J'ai pas. Alors, juste une confusion. Save aussi, ça devrait marcher. J'ai save and flash. Bon. Save and flash. Alors, P. Et vous ajoutez le ID ici. ID. Alors en fait, vous pouvez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, pour faire un update, vous dites slash produit slash ID. C'est-à-dire l'opération que ça va concerner le produit dans ID. Mais ici, donc ça signifie que vous aurez besoin de récupérer le ID. Long ID. Et je sais que ID, on le récupère avec path variable, n'est-ce pas? Path variable. Je fais. Alors si vous ne vous mettez pas par défaut, il va prendre le même nom que la variable. C'est-à-dire, entre parenthèses, c'est comme on a fait ici, ID. Du moment que vous gardez la même variable. Ici, avant de faire update, on va juste mettre p.setID égale à quoi? Égale ID. Parce qu'en fait, moi, j'envoie le produit en format JSON, mais dans le produit, je n'envoie pas le ID. En fait, le ID, je le spécifie dans l'URL. Alors, si je fais ça, on va regarder si ça marche. Alors, donc, on a consulté, on va faire le... Voilà, donc je reviens ici. Je vais ajouter ce produit-là, Sent. Il est ajouté. A priori, ça marche, il n'y a pas de problème. Après, je vais faire update.
put. Alors put, je vais faire la mise à jour du produit dont ID égale à 4. Donc slash 4, n'est-ce pas? Ici, les informations sur le produit, qu'est-ce que je vais envoyer? Par exemple, au lieu de la désignation A, je vais mettre X. Au lieu du prix 45, je vais mettre 43. Je vais également, au lieu de la quantité 7, je vais mettre 8. Donc vous voyez, donc j'envoie. Alors si j'envoie cette requête-là, qu'est-ce que j'envoie? Je vois un nouveau produit, mais comme c'est une requête envoyée avec put, le web service il va comprendre qu'il s'agit d'un update. Alors save. Alors si tout se passe bien, on voit bien que les données sont enregistrées, mais on va regarder dans le. Si on vous envoie une requête avec get pour 4. Alors vous voyez donc ici vous avez le bon enregistrement. Ici. Si vous mettez slash 4, alors ça a été mis à jour. Donc ça c'est on vient de faire l'ajout, la consultation. On consulte un produit. Je sais également mettre à jour un produit. Maintenant je dois supprimer un produit. Alors c'est la dernière qui reste. Alors pour supprimer un produit, donc on va utiliser la même chose, toujours slash produit. Alors c'est pareil ici. C'est-à-dire slash produit slash ID. Sauf qu'au lieu de get, on va utiliser delete. Ici donc pas de variable c'est ID. La méthode on va l'appeler delete par exemple. Et ici donc on va utiliser delete. Bon, il y a une méthode delete. ID. Alors ici donc la méthode delete il ne retourne pas. Il ne retourne pas, d'ailleurs si vous regardez la méthode delete que vous arrêtez de Spring Data, qu'est-ce qu'il retourne? Elle est de type void. D'accord? Ici donc vous mettez void. Et pas de return. Alors, à travers cette démonstration, donc, je vous ai montré comment mettre en place une API RESTful en se basant sur Spring Boot. Et bien sûr, on a utilisé donc Spring Data, on a utilisé GPA, on a utilisé Hibernate, mais également on a utilisé un web service RESTful. Et tout ce qu'on vient de créer maintenant, on vient de créer un microservice. Alors, ce microservice-là, il permet, en plus des opérations qu'on a montrées tout à l'heure, on va juste tester la suppression. Donc j'envoie une requête avec delete. Je veux supprimer par exemple le quatrième. Send. Alors cette fois-ci, vous voyez donc il y a 500. Alors quand vous voyez 500, ça veut dire qu'il y a une erreur interne. Alors ici donc, comment? Alors qu'est-ce qu'on a spécifié? Le 4 n'existe pas effectivement parce qu'on a redémarré. On a redémarré l'application. Alors le quatrième n'a pas été... n'existe pas. Alors on va l'ajouter. D'ailleurs, si vous regardez, vous allez trouver une exception ici. Quand vous voyez 500 côté client, ça veut dire c'est-à-dire le status égale 500, ça veut dire c'est une erreur interne. Ça veut dire qu'il y a une exception qui est générée au niveau du serveur. Et si vous regardez là, vous trouverez une exception comme quoi vous avez tenté. Vous voyez donc, le ID 4 n'existe pas. Bon, si vous voulez, on va faire un post put d'abord pour ajouter. C'est ajouter. Voilà, elle est là. Maintenant, on va le supprimer. Delete. 4. Alors bien sûr, quand vous mettez delete à les données, il faut pas, ça sert à rien de les envoyer, n'est-ce pas? Même si vous les envoyez, de toute façon, il va les ignorer. Parce que vous avez envoyé quelque chose dans la requête, mais il ne va pas l'utiliser. Alors ici, donc, vous voyez 200. Mais le corps de la requête, alors qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est bien delete. Oui, le corps de la requête n'a pas changé parce que ça concernait ce qui était affiché avant.
Parce que vous avez une méthode void, normalement, il n'y a aucun retour, hein. Donc, vous voyez, le corps de la réponse, il est vide ici. Alors, si vous consultez la liste des produits, donc vous voyez, donc, le 4 n'a pas été supprimé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, c'est pas ici. Alors, je crois que... Alors, je reprends. Il n'a pas supprimé. C'est pas supprimé. Il est là, le 4. Maintenant, on va tenter de le supprimer. Alors, on va envoyer donc produit /4, c'est delete. Alors, ici, donc, pas de données. Send. Voilà. Maintenant, ça marche. Non, c'est bon. Maintenant, vous avez la réponse, le corps de la réponse, il est empty. C'est normal parce que la méthode, elle est de type void. On consulte. C'est supprimé. Très bien. Donc, voilà ce qu'il faut retenir. Donc, avec cette démonstration, vous allez pouvoir créer rapidement, même si j'ai pris un peu 1 heure pour vous expliquer ça, mais quand vous allez vous développer une API RESTful avec votre machine, si vous avez l'habitude de le faire, en principe, ça, vous le faites en un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, généralement, vous mettez en place une API RESTful. C'est bon? Alors, après, donc, je vous laisserai bien sûr le temps de faire un TP sur ça d'abord, pour comprendre comment créer l'API RESTful, mais après, on va voir comment créer l'application web, maintenant, en utilisant HTML AngularJS, parce qu'après, on va essayer de créer une application web basée sur AngularJS pour voir comment interagir avec cette API RESTful pour créer l'application web MVC côté client. Mais également, on pourra voir par la suite comment créer une application mobile. Ça veut dire quoi? Parce qu'il nous reste, c'est ça. Alors maintenant, ça peut être indépendant. L'application web, vous pouvez la créer comme étant un projet indépendant, un projet statique. Vous avez que HTML, JavaScript, et après vous avez une application web qui marche, et après la même chose pour l'application mobile. C'est bon? Alors un dernier point, je vous ai montré comment créer donc l'API RESTful, c'est bien, c'est comme ça que généralement, quand vous travaillez comme ça, vous maîtrisez ce que vous faites. Mais si vous ne voulez pas créer ce service RESTful, si vous ne voulez pas prendre le temps à l'écrire, bah, on va utiliser la notation REST Repository Resource. Alors c'est ce que je vais faire ici. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais... Une nouvelle entité? Oui. Alors, je vais créer une nouvelle entité. Supposons que je vais créer une autre entité catégorie. Entité. Catégorie. Comme ça. Alors, dans cette entité catégorie, je vais mettre deux champs, deux attributs. Donc, implement serializable. OK. La notation entité. ID. String. Non, catégorie. Et après, on va générer. Regardez bien. Constructeur avec paramètres. Getters, setters. Quoi d'autre? Je vais ajouter les annotations. ID. Okay. Et l'annotation generated value. C'est bon? C'est fait. Je crée une interface JPA repository pour cette entité. Je vais appeler catégorie repository. Catégorie repository, package, je vais changer, donc je vais mettre le package DL. Je vais hériter
de l'interface GPA repository. Qu'est-ce que je vais donner comme paramètre? Catégorie. Et le type, c'est voilà. Donc, je viens de créer maintenant pour la catégorie. Je vais créer, au lieu de créer un web service comme je viens de le faire ici, catalogue service, je l'ai appelé produit REST service. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Je vais juste ajouter la notation REST repository resource. Mais pour l'ajouter, il faut ajouter une dépendance. Rappelez-vous, tout à l'heure, je l'ai mis en commentaire. Alors, cette dépendance, donc data REST, ben, je vais enlever les commentaires. Remove block comment. Enregistrer. Je reviens à cette interface. REST repository resource. REST repository. J'inverse parfois, c'est repository REST resource. Donc, repository. Repository REST resource. Alors, si vous faites ça, vous démarrez, vous avez la même chose. Donc, vous avez pratiquement toutes les méthodes pour gérer les catégories. Vous voyez, donc, on gagne encore plus de temps à ce niveau-là. Sauf que vous allez voir que quand même, avec Data REST, vous aurez à un moment donné des limitations qui vont vous obliger d'écrire vous-même votre service resource. Donc, ça veut dire qu'au début, il faut savoir d'abord rédiger votre API REST. Et quand vous pouvez le faire, vous le faites directement pour... c'est-à-dire quand c'est utile, donc vous utilisez REST repository REST resource. Alors, on va vérifier quand même. Si vous mettez maintenant / catégorie. Moi, j'ai pas fait ça. Regardez. Regardez ce qu'il vous retourne. Alors, vous allez remarquer déjà le format de JSON qui est généré. Il est un peu différent de celui que j'ai montré tout à l'heure. Ici, il vous retourne toujours un objet. Et dans lequel vous avez regardé. Catégorie. La liste des catégories, vous avez, c'est un tableau qui est vide. Mais en même temps, il vous envoie d'autres informations. N'est-ce pas? Parce qu'après, on va consulter page par page, si vous voulez. Alors, supposons que vous voulez ajouter une catégorie. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais ici mettre ici / catégorie. Et ici, donc, je vais mettre tout simplement le nom de la catégorie. Voilà. C'est poste, voilà. Non. Non, catégorie. Deux points. Par exemple, ordinateur. Chaîne de caractères. Ici, c'est poste. Envoyé. 201. Bah, 201, ça veut dire no. Alors, il y a quelque chose qui cloche quand même. Est-ce que ça a été ajouté? Oui, c'est ajouté. Regardez. Vous avez catégorie. Ordinateur. C'est juste la méthode par défaut. La méthode par défaut, c'est void. Il ne retourne pas l'objet qui est ajouté. Alors, vous voulez maintenant faire la même chose. Vous voulez supprimer. Vous voulez, par exemple, on va ajouter un autre. Un deuxième, un troisième. Je consulte. J'ai la liste des catégories ici. Ils sont là. Sauf que ici, donc, il utilise un format spécialement. Pour chaque catégorie, vous avez le nom. Mais en même temps, il vous donne d'autres informations supplémentaires que vous pouvez utiliser dans des applications. C'est des liens. Par exemple, si vous voulez consulter cette catégorie, il vous dit déjà que vous envoyez une requête avec / catégorie / 1. Par exemple, ici, si vous mettez /1, vous avez l'ordinateur. Alors, est-ce que le ID il est envoyé par défaut? Non. Alors, par défaut, le ID de l'entité n'est pas sérialisé en format JSON. Pourquoi? Parce que en réalité, le ID, vous le trouverez dans ce lien. Ça veut dire que, c'est-à-dire dans Spring Data, il utilise un format qui est standard, c'est un format hypermédia qui est connu. Et si vous l'utilisez, donc il faut savoir, quand vous voulez faire la communication entre les microservices eux-mêmes, c'est-à-dire un microservice qui communique avec un autre microservice,
Avec ce format-là, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et si vous voulez l'utiliser directement dans votre application, vous pouvez l'utiliser, mais il faut savoir le configurer, il faut savoir lui dire à un moment donné qu'est-ce qu'on veut afficher, qu'est-ce qu'on ne veut pas afficher. Alors tout cela peut être fourni d'une manière assez simple. Alors la même chose, donc même si vous testez la mise à jour enfin la mise à jour des produits, la suppression, ça devrait marcher. C'est clair? Un dernier point, parce qu'il est 13 heures, je sais. Bon, un dernier point, juste ce que je n'ai pas montré tout à l'heure, c'est que quand vous consultez ici les produits, tout à l'heure, ici, bah, ici on a consulté la liste des produits, tous les produits, mais en réalité, consulter tous les produits, ça n'a pas de sens. On a besoin de consulter page par si vous voulez, sous forme de page. Alors, dans ce cas-là, si vous voulez consulter les produits page par page, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, à la place de liste, on va utiliser page. Et à la place de find all, ici, donc déjà, on va spécifier d'autres paramètres qu'on va envoyer. Quels sont ces paramètres? Il y aura tout d'abord la page et size. Ici, find all, on va utiliser new page request. Vous donnez la page et size. Ça veut dire ici, donc, je ne consulte pas tous les produits. Je veux consulter que la page numéro telle et le nombre de données que je vais consulter, c'est size. Alors ça vous permet de régler le problème de la pagination. Alors si on essaye, alors j'ai juste besoin d'ajouter plus de produits. Oui. J'espère que je vais récupérer. Voilà, toujours ça. Alors l'URL c'est quoi? Slash produit. J'ajoute. Produit, ça marche. Ajouter. Je consulte. Alors maintenant, pour consulter les produits, alors si vous mettez 4, donc vous avez un produit, mais si vous mettez produit, vous mettez point d'interrogation, page égale à 1, and size égale à 3. Alors qu'est-ce que vous voyez? Donc vous avez un objet qui contient une page. Il contient content. Et content, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura un tableau de produits. Combien de produits j'ai que 1, 2, 3. Mais en même temps, dans la page, il vous envoie total pages, c'est-à-dire le nombre de pages. Il vous envoie total elements, il y a combien d'enregistrements au total. Vous avez size, le nombre d'enregistrements dans chaque page, et d'autres informations. Alors, toutes ces informations-là, on en aura besoin dans notre application web. Pourquoi? Parce que quand vous voulez afficher page par page, donc on aura besoin de ces informations-là côté client. Alors, si vous affichez la page 2, ça marche aussi, la page 3. La page 0, oui, tout à fait. Alors, vous voyez, donc la page 3 n'existe pas, donc content, il est vide. C'est bon? Alors, voilà. Alors, ça, c'est dans un premier temps. Bien, alors, donc, on vient de voir comment créer une API RESTful basée sur Spring Boot. Alors, l'architecture, notre architecture, comme on l'a déjà présenté, elle est là. Donc, nous avons bien une base de données MySQL. Donc, on a créé la couche DO basée sur Spring Data, GPA, Hibernate, JDBC. On a vu comment créer un service RESTful. Et après, maintenant, on l'a testé avec un client REST, c'est Advanced REST Client. Maintenant, on va essayer donc de développer une application web basée sur HTML5, AngularJS et Bootstrap pour l'application. Alors, l'exemple, supposons, bon, je prends juste un exemple. Bon, ça, c'est
On va prendre un exemple simple. Supposons que l'objectif pour moi, c'est de chercher, de créer une application qui permet de rechercher des produits. Donc, chercher des produits dont la désignation contient un mot-clé et avec en même temps la possibilité de faire cette pagination. Alors, c'est ce qu'on va essayer donc de faire, de vous montrer. Et ça serait pour vous l'occasion de voir comment travailler avec AngularJS, qui est le framework en principe, qui est le plus utilisé pour développer les applications web. MVC côté client. On a déjà travaillé beaucoup avec MVC côté serveur. Alors maintenant, quand on utilise une API REST, c'est que la logique de présentation, ça se passe côté client. Alors c'est ce qu'on va voir. Alors d'abord, c'est clair que pour créer ce genre d'application, on a d'abord besoin d'une opération dans le service qui permet de chercher les produits. Alors cette méthode-là, on ne l'a pas créée, donc il faut l'ajouter dans l'API RESTful. Alors si vous vous rappelez donc les méthodes qu'on avait créées, donc on peut bien ajouter, on peut consulter tous les produits, et on peut éditer, on peut se mettre à jour et supprimer. Alors maintenant je veux chercher par mot-clé. Alors ce que je vais faire, c'est que je reviens d'abord à l'interface produit repository, parce qu'en fait ici donc il me faut ajouter une méthode, une opération qui permet de chercher les produits. Alors pour l'ajouter, donc il suffit de la déclarer. Donc on aura besoin d'une méthode qui permet de retourner une page de produit, parce qu'en fait je vais afficher page par page. Donc une page de produit. Alors la méthode, je vais l'appeler chercher produit. Alors en fait, il y a deux paramètres. D'abord, il y a le mot-clé et le deuxième, c'est pageable. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous voulez chercher plutôt les données page, c'est-à-dire page par page, paginées, donc vous aurez besoin d'utiliser, avec Spring Data, vous utilisez donc un paramètre pageable. Alors il faut juste faire attention parce que pageable, il y a plein de pageable, donc vous utilisez bien les objets fournis par Spring Data. Alors on déclare la méthode, mais pour que Spring Data puisse comprendre en quelque sorte ce qu'il devrait faire, il va falloir lui rédiger la requête SQL. Alors pour cela, on utilise la notation query. Alors c'est la notation query, donc la même chose de Spring Data. Alors en fait, la requête c'est select p from la classe produit p where p.désignation like un paramètre x. Bon, ça c'est la requête qu'on va exécuter. Alors sauf que maintenant il faudrait associer le paramètre x, donc ça représente le mot-clé. Alors pour faire cette liaison, on va utiliser la notation param. Alors la même chose, param, il y a plein de param. Vous choisissez donc Spring Data. Alors ici donc le paramètre s'appelle x. C'est-à-dire qu'en fait le paramètre x, ça représente le mot-clé. Alors en principe, c'est suffisant pour implémenter cette méthode au niveau du service RESTful. Enfin, au niveau déjà de la couche DAO. Alors maintenant on est au niveau du service RESTful, on va ajouter cette méthode. Là, je vais faire juste copier-coller, comme c'est là. J'ai déjà une méthode que j'ai déjà faite. Voilà. Alors maintenant ici, donc, je suis en train de chercher des produits. Alors si vous voulez, vous pouvez utiliser donc find, chercher produit comme URL. Alors chercher produit et après qu'est-ce qu'on va donner comme paramètre? Chercher. Alors en fait il y a trois paramètres. Il y a le mot-clé, il y a la page et le nombre d'enregistrements dans la page. Alors ici donc et on va changer, au lieu de find all, on va appeler la méthode chercher produit.
Alors le mot-clé, la même chose pageable, donc on va utiliser un objet de type page request. Alors new page request, on va spécifier donc la même chose, la page et alors en fait la page est 16, donc si vous voulez leur donner une valeur par défaut. Alors si vous voulez donner une valeur par défaut, vous utilisez, on va arranger ça. Alors le paramètre request param. Alors request param. Alors comment il s'appelle le paramètre déjà? Name, c'est page. Et après default value, on va supposer que la valeur par défaut c'est 0. C'est bon? Alors on fait la même chose pour 16. C'est-à-dire quand vous envoyez une requête HTTP qui ne contient pas le numéro de la page, par défaut il va supposer que c'est la page 0. Alors je fais la même chose ici. Donc ici c'est size. La valeur par défaut c'est par exemple 5. Et après on va tester. Alors pour tester, donc on aura besoin de... Alors si vous voulez, dans la propriété, dans le fichier application.properties, on a déjà travaillé avec create. Maintenant on va changer, on va mettre update. Bon, comme ça on ne va pas écraser à chaque fois les données, donc pour ne pas obliger de saisir à chaque fois les données. Mais ce qui est important ici, donc c'est que, parce qu'en fait on a besoin quand même de remplir la base de données avec beaucoup d'enregistrements. Et on exécute. Bon, une fois que c'est démarré, donc on peut tester directement sur le navigateur. Localhost / chercher produit, point d'interrogation, le mot-clé MC, bon, c'est le mot-clé égale par exemple H. Alors en principe ici, vous avez, voilà, c'est normal, aucun produit qui commence par H, Alors ça veut dire que dans notre application, on aura besoin ici de mettre dans le service, voilà, il faut ajouter le pourcentage ici, un pourcentage avant, plus un pourcentage après. Alors, il y a une dépendance, si vous voulez, à chaque fois que vous faites une modification, qu'elle recharge automatiquement. Alors, cette dépendance s'appelle DevTools. Alors, si vous l'ajoutez dans pom.xml, vous ne serez pas obligé à chaque fois de redémarrer. Il suffit de faire une modification, il le fait automatiquement. Alors, tout à l'heure, on va l'utiliser si vous voulez. Alors, ici, donc, j'ai tous les produits dans la désignation contient la lettre H. HT. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3. Alors maintenant, en principe, si vous mettez une chaîne vide, vous allez avoir tous les produits. Alors si vous mettez, qu'est-ce qu'on va dire, point d'interrogation end, la page égale 0, end, size égale à 2. C'est-à-dire, je voudrais donc avoir les produits page par page. Et dans chaque page, il y a combien de produits on a? On a 2. Alors ici, donc, si je mets par exemple la page 2. Alors ça, c'est la page 2, la page 3, ainsi de suite.
Alors, vous voyez donc à chaque page, quand on voit donc déjà le nombre de pages, c'est combien? C'est 8. Il y a 8 pages. Et le nombre d'éléments, c'est 15. La page courante, c'est 2. Et size, vous avez. Alors, en principe, ça veut dire à chaque fois que je récupère une page de produit, j'ai toutes les informations qui vont me permettre d'afficher mes données correctement au niveau de la vie utilisateur. Alors, d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir. Alors, c'est ce qu'on va essayer donc de faire. C'est de voir maintenant comment créer une application web basée sur Angular. Voilà. On va créer cet exemple-là.